Alors, on est avec Lola du projet Pamassé, je la refais, hein, et puis on va parler plantes médicinales avec toi. Bonjour à toi Lola. Bonjour. Euh, sur ce projet, tu n'es pas toute seule. C'est avec Anne que ça s'est passé également, qui n'est pas là aujourd'hui. Et c'est notamment dans un parcours étudiant que tout ça, ça se passe. Alors on va parler du projet dans un instant, mais peut-être on peut commencer par la porte d'entrée études. Quelles études voilà, et puis le lien avec Anne. Du coup, voilà, est-ce que vous êtes dans la même promo? Enfin, voilà. De quoi on parle? De quoi on parle? Alors, qui sommes-nous? Anne et moi, donc, deux étudiantes agronomes. On était en césure l'année dernière et donc c'est dans ce cadre qu'on est parti faire le projet Pamassé. Et moi, l'intérêt pour les plantes, en fait, il est parti de mes études parce que c'est en rentrant en école d'agro, après la prépa, qu'il y avait un projet Mila, qui avait pour but de favoriser, encourager au développement de l'Artemisia annua, parce que cette plante avait des propriétés notamment antipaludiques. Et moi qui ne m'étais jamais soignée avec des plantes, qui n'étais pas du tout de ce monde-là, je me suis dit mais c'est assez incroyable que une plante soigne le paludisme. Donc mon esprit rationnel et scientifique a voulu lire des études pour me prouver, parce que je ne pouvais pas y croire sans ça, et ça m'a assez convaincue et je suis partie donc au Sénégal pour faire ce projet. Et c'est surtout là que je me suis dit ok, donc les plantes ça soigne les maladies graves et avec les simples tisanes, mais il y a tout un problème en France, le fait qu'on ne peut pas en acheter, il n'y a plus d'herboristes, il n'y a pas de recherche qui est faite pour connaître si voilà, des études cliniques sur l'effet d'une tisane contre le palu ou d'autres maladies qui seraient plus françaises, ça n'existe pas. Et c'est toutes ces questions-là que j'ai voulu approfondir pendant mon projet Pamassé, que j'ai lancé avec Anne cette année. Alors pour préciser, toi tu es donc partie notamment au Sénégal, mais je crois que c'est même un peu plus compliqué que ça. Et Anne, elle, son terrain d'étude, c'est la France. C'est ça l'idée? C'était pas le Sénégal. Le Sénégal était donc l'objectif initial parce que je connaissais le pays d'un premier voyage, mais par question de cohérence, on avait choisi, et le thème de ce festival c'est aussi le voyage, donc de ne pas prendre l'avion. Et c'est pour ça qu'Anne a préféré connaître d'abord son territoire qui est la France, notre territoire. Et moi, l'envie quand même de voyager m'a poussée à partir en voilier. Donc j'ai fait un bateau stop qui m'a amené au Cap-Vert et c'est là que je me suis restée 4 mois avec une suite d'imprévus, notamment le Covid. Donc c'était ça mon terrain d'étude. Est-ce qu'on peut, alors, que ce soit pour Anne et pour toi, bah voilà, là on était sur l'aspect géographique, peut-être préciser, par exemple, elle est où en France? Voilà, et puis le Cap-Vert, parce que je pense qu'on est beaucoup à pas forcément connaître le Cap-Vert plus que ça. Nous parler un peu, tu vois, histoire géo du Cap-Vert, par exemple. J'oublie toujours que le Cap-Vert, c'est un point au milieu de l'océan Atlantique que personne ne situe. Donc c'est en dessous des Canaries. Les Canaries, c'est l'Espagne. Et en fait, au niveau du Sénégal, donc Afrique ouais, de l'Ouest, Maroc, Mauritanie, Sénégal, là, on a un archipel qui s'appelle le Cap-Vert, qui est indépendant depuis maintenant des dizaines d'années. Et donc Anne, donc moi j'y suis restée sur 2 îles, hein, notamment une île très rurale et très montagneuse où l'influence occidentale est encore limitée, bien qu'elle est présente évidemment, et la médecine occidentale en même temps. Et Anne est restée donc, elle a voyagé dans le sud de la France, donc à la fois en ville, dans Montpellier, près de Clermont-Ferrand. Elle a fait, on va dire, la moitié sud de la France pendant 2 mois. Et toi, t'es parti combien de temps en fait au Et Cap-Vert? moi, 4 mois, donc, c'est ça? 4 mois, je suis restée au Cap-Vert. Le voyage était plus long avec, Avec l'histoire du voilier avec aussi. le transport qui a fait partie du voyage. Donc je suis partie début décembre, enfin mi-décembre, et je suis rentrée fin juillet avec bien 2 mois et demi de mer. Enfin, en tout cas. On a un extrait vidéo là pour voilà, planter un peu plus le décor de ce qu'on se raconte. Est-ce que c'est prêt à la technique? On est en train de câbler ça, ça fait des petits bruits, ouais, c'est parfait, c'est que tout va bien alors. Et ben on envoie un extrait vidéo pour illustrer ce qu'on va se raconter dans un instant. Peut-être que dans l'assemblée, tout de suite, vous avez envie de réagir ou de questionner Lola sur ce que vous venez de voir. Ça peut aussi fonctionner comme ça, ou manifester, voilà, il y a auprès de Lucie qui a le micro, là-bas il y a une main qui se lève, et après il y a une autre main qui s'est levée là-bas, donc on les prendra
en suivant. Je veux bien juste revenir sur la première plante dont tu as parlé au sujet du palu. Du coup, est-ce que les résultats cliniques sont bons? Les résultats cliniques? Oui, eh ben, ça peut... Je sais. Non, vas-y, là on a le temps, là, on va se le faire à la cour. Ça pourra faire le lien aussi avec la vidéo, puisque c'est la première plante qui m'a intéressée. En fait, l'Artemisia, moi je m'étais intéressée à l'Artemisia annua, qui est la plante qui a été le plus étudiée scientifiquement, puisqu'ils utilisent une molécule de cette plante pour faire les médicaments conventionnels pharmaceutiques contre le paludisme, donc c'est avec l'artémisinine. Et il existe énormément d'espèces de plantes du même genre, notamment au Cap-Vert, où il y a une plante endémique de ce même genre Artemisia, qui n'existe donc qu'au Cap-Vert. Et c'est ce qu'elle appelle l'ojma, donc ce que j'ai traduit par armoise, qui pousse que là-bas. Et moi, en m'intéressant à l'artémisia, je me suis aperçue qu'une plante, ça n'a pas une seule propriété, ça ne traite pas qu'une seule maladie. Ce qui est maintenant pour moi évident, mais qui n'était pas du tout à l'époque. Et donc ça va traiter les fièvres, des maladies comme le paludisme, des maladies grippales, et aussi notamment des maladies, enfin il y a des études en tout cas sur des effets antitumoraux. Et les effets concrètement sur le paludisme, donc la molécule artémisinine a été isolée et maintenant synthétisée chimiquement pour les médicaments conventionnels. Il y a des études ensuite qui ont été faites in vitro qui montrent donc un effet antivalidéen. Et la dernière étude qui a été financée par une association de défense de cette plante, c'est la seule étude clinique on va dire, aux normes de l'OMS, parce que c'est des études extrêmement chères que ne vont pas financer le laboratoire parce que, pharmaceutique tout simplement parce qu'ils n'en ont pas d'intérêt en fait. Parce que cette plante, chacun peut la cultiver chez soi et donc elle peut vraiment être consommée en simple tisane, une plante entière quoi, comme elle le recommande dans tous les cas. Et montre que c'est plus efficace même que les médicaments, qu'un médicament ACT qui a été comparé. Et donc il y avait des résultats à 98% de guérison parasitaire. Et avec un résultat très intéressant, c'est du détail, mais les gamètes cycles. Donc, le parasite est un cycle et ça permet d'éliminer toutes les formes de ce cycle, ce qui fait que la maladie ne revient pas, ce que ne fait pas les médicaments d'habitude, les médicaments conventionnels. Donc, voilà, des résultats très prometteurs, mais l'étude n'était pas parfaite et donc il n'y a pas d'autres études financées par un organisme public, par exemple, qui sont faites actuellement là-dessus, sur le paludisme. Il y avait une question là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il a répondu en partie parce que je lui ai demandé la variété d'Artemisia et c'est l'annula, voilà, donc tu l'as dit. Et est-ce que l'annula pousse en France aussi? Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique la prendre? Non, alors c'est une très bonne question parce qu'un des principes de la naturopathie qui nous paraît être important, c'est que la première plante que tu dois utiliser, c'est la plante qui pousse près de chez toi. Donc déjà, il y a des espèces d'armoises qui sont françaises locales, l'armoise commune, Artemisia vulgaris, où on connaît l'absinthe, c'est aussi une espèce d'Artemisia. L'Artemisia citronnelle qui s'utilise aussi qu'à des propriétés. Et l'Artemisia annua en particulier pousse aussi très bien en France, elle a été adaptée. Moi j'en cultive dans mon jardin près de Nantes, mon père en cultive à Paris dans son appart. Donc il y a eu toute une campagne, je ne sais pas si vous connaissez l'association de Cocopelli, mais de distribuer des plantes et qui faisait chaque année, ils ont commencé l'Artemisia annua parce que c'est une des plantes du coup très étudiée scientifiquement qui a fait beaucoup parler. Et donc tout le monde pouvait recevoir des graines gratuitement. Mais il y a d'autres espèces qui sont vraiment, de base française. Dans tous les cas, elle pousse très bien. En fait, il y en a un jardin des plantes, là je regardais cette semaine, c'est une espèce un peu envahissante qui pousse partout, quoi. Donc, ouais, ça sortait des sentiers. Enfin, voilà. Est-ce que d'autres personnes ont envie de... Voilà, il y a de la question là, c'est parfait. Est-ce que le fait de bouillir les plantes, ça enlève beaucoup de propriétés? Parce que du coup, avec les vitamines et tout, à combien de pourcents ça enlève les propriétés? Alors, le pourcentage, je l'ignore complètement, mais non, justement, en fait, avec l'eau chaude, le principe, c'est que l'eau chaude va extraire les propriétés de la plante. Ensuite, il y a une façon de faire qui est recommandée pour faire une infusion, c'est de ne pas justement laisser la plante bouillir, c'est de couper. Donc, on fait bouillir l'eau, on met la plante, mais on coupe le feu pour éviter que les principes partent, en fait, tout simplement. Donc voilà. Après, il y a plein d'autres façons. Ça peut être utilisé. Eux, ils font beaucoup de fumigation.
Là, avec le Covid, par exemple, j'étais allée donc, au Cap-Vert et fumigation, donc ils font chauffer la plante et juste ils respirent l'air en fait, qui est chargé de molécules. Et ils font ça, en fait, les plantes là-bas, c'est pour soigner, mais ils ont aussi, on va dire, des rites où c'est intégré dans leur culture. Et ça a des vertus plus spirituelles, donc la plante était connue pour éloigner les esprits négatifs, ou ils ont d'autres mots pour dire ça. Et donc, à la fois, ils la connaissent en tant que plante médicinale très puissante, et à la fois, c'est un protecteur spirituel, quoi. Donc voilà, par exemple, tu peux juste la respirer, quoi, ou la faire vous chauffer. Et c'est intéressant parce qu'ils ont fait ça aux périodes de Covid, et actuellement, il y a des études qui sont en cours sur son effet sur le virus du Covid. Donc, ça a été beaucoup médiatisé par le président malgache qui a fait un peu une déclaration. Je ne sais pas si certains ont entendu parler, mais on pourrait y revenir plus longtemps. Peut-être que ça soulève d'autres questions. Voilà, c'est une intervention là où j'ai l'impression que tout de suite ça prend bien la mayonnaise, donc c'est cool. Lucie, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui se manifeste juste là. Et Oui. enlevez votre masque s'il vous plaît, parce que sinon on n'entend pas très bien. Oui, d'accord, pas de souci. Je voulais savoir justement au niveau des médecins, si par rapport à tout ce qui se fait au niveau scientifique et les tests, etc., si maintenant il y a une réticence toujours au niveau de la médecine alternative avec les plantes, et si là aujourd'hui ils se remettent un peu en question, et s'il y a quelque chose qui se fait par rapport, il y a juste les médicaments, mais là on se rend vraiment compte qu'il y a toutes les plantes et au niveau naturel on peut réussir, donc si vraiment il y a une remise en question au niveau scientifique et médical. C'est une vraie question de fond, ça. Non pas que les autres n'étaient pas de fond, pardon. C'était pas ça que je sous-entendais. Mais on sent vraiment qu'il y a un clivage entre plantes médicinales, savoir ancestral et on va dire savoir scientifique, voilà, estampillé science moderne. Et il y a ce clivage-là qu'on retrouve également dans votre question ici. Oui, donc il y aurait plein de choses à dire sur cette question. Évidemment, pour moi, ce clivage, déjà, il n'est pas du tout... on l'a en France, mais il n'est pas du tout insurmontable. Une des idées que j'ai montrées avec l'exemple de Rosa, c'était qu'on pouvait très bien, en fait, associer l'utilisation des plantes et la médecine occidentale avec donc, la chimio et le traitement classique du cancer, et qui, dans ce cas-là, a parfaitement fonctionné. Ce qui est intéressant aussi au Cap-Vert, c'est qu'ils ont cette volonté d'associer donc dans leur médecine occidentale qui est imposée dans le système santé officiel de la médecine traditionnelle chinoise, qui sont très en lien avec la Chine, mais dans le but de mieux comprendre leur propre médecine traditionnelle. Donc ça, c'est une volonté en fait politique qui peut très bien être inculquée. Et donc j'ai rencontré des médecins qui faisaient à la fois qui étaient physiothérapeutes et qui faisaient faire de l'acupuncture, qui avaient été formés et qui trouvaient un réel intérêt à associer les techniques, ou qui choisissaient dans certains cas l'une ou l'autre. Et par contre, en France actuellement, c'est pas le cas. Anne aurait été mieux placée que moi pour vous le dire, mais c'est réellement tabou, quoi, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. L'Allemagne, il y a vraiment des pays où la phytothérapie est bien plus reconnue. Mais aujourd'hui, c'est très difficile, et on a toute même en fait, la vente de plantes est réglementée. Il y a donc des herboristes qui exerçaient une profession qui a été reconnue par l'État avec un diplôme jusque dans les années 1960. Et ce métier, en fait, a disparu. Donc il y en a qui continuent à exercer la profession, mais qui sont dans l'illégalité. Parce que quelqu'un qui vend des plantes et qui te dit ça c'est bon pour la digestion, ça va soigner un mal de tête, il n'a pas le droit en fait. Donc il pourrait aller en procès. Enfin, certains vont même en procès à cause de ça. Et voilà, même par oral, quoi. Une indication écrite interdite, mais les conseils, ça soulève énormément de problèmes, parce que si tu veux consommer une plante, mais être informé aussi de certaines plantes ont des contre-indications, ou de comment l'utiliser tout simplement, et ceux qui ont le monopole pharmaceutique sont les pharmaciens, mais ils sont formés très peu là-dessus. En tout cas, ils n'exercent pas dans leur quotidien, donc la plupart n'ont pas les connaissances, à part un intérêt vraiment personnel sur ce sujet. Donc là, il y a tout un combat pour faire reconnaître le métier d'arboriste, pour autoriser l'indication sur les petits mots bénins du quotidien, et un combat politique mené notamment par Joël Labbé, sénateur. Je ne sais pas si j'ai répondu, il y aurait eu plein d'autres choses à dire. Au niveau de la recherche aussi, la production de connaissances, c'est quelque chose qui est toujours très peu fait, en fait, parce que ce
qui est financé dans les recherches. J'ai aussi fait un peu d'un stage en sciences citoyennes qui questionnait la production de connaissances scientifiques et actuellement c'est très orienté aussi pour des besoins de connaissances marchands qui vont donc avoir un intérêt financier derrière et c'est aussi le cas de la santé. Donc les études cliniques aujourd'hui sur les plantes, j'en connais très peu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui bloque en particulier en France? Tu disais que par exemple en Allemagne, voilà, c'était plus répandu, qu'on puisse voilà, avoir cette relation-là aux plantes, que c'était en tout cas ouais, plus répandu, plus toléré. C'est quoi le frein pour la France? C'est vraiment purement des questions économiques? Il n'y a pas des questions aussi un peu culturelles, de forme de blocage, d'où ça viendrait En fait, je vais peut-être préciser un peu l'histoire de l'herboristerie en France. En fait, c'est dans les années 60. C'était un métier donc, avec un diplôme qui était reconnu. Donc les herboristeries exerçaient leur profession, ils vendaient des plantes. Et ça a été... ils ont arrêté de délivrer les diplômes. Donc les personnes ont continué d'exercer leur profession s'ils avaient le titre. Mais au fur et à mesure, en fait, ça a diminué. Les gens partaient à la retraite. Donc il y avait de moins en moins d'herboristes. Et l'herboristerie par conséquent. Et c'est que dans les années 80, donc 20 ans après, quand les gens se sont aperçus, merde, il n'y a plus de gens qui peuvent m'indiquer ou vendre des plantes ou me conseiller, il y a eu tout un mouvement citoyen pour refaire naître cette formation qui est avec, en fait, c'est tout un plan de connaissances qui disparaissait en même temps, quoi. Donc c'est des choses que personne ne conservait. S'il n'y a plus de gens praticiens qui l'exerçaient, ça dit et donc ils étaient là, mais il faut qu'on sauve ces connaissances, mobilisons-nous. Et là, ils ont créé des associations avec l'école, avec des écoles d'herboristerie, mais associatives. Et ça a survécu grâce à ça, mais ça reste encore très compliqué parce que cette situation d'illégalité est très inconfortable. Donc ça, c'est en fait un gros frein, la différence avec l'Allemagne où ça n'a pas eu lieu. Voilà, Hitler était très fan des plantes, alors je ne sais pas évidemment, mais c'est à la même époque, il y a eu d'autres décisions politiques qu'on fait que c'est resté. Il y a une question là-bas au fond et c'est parfait de vous signaler. C'est pas vraiment une question, c'est un complément, si je peux dire. Parce que les connaissances au niveau des plantes, hein, c'est ancestral. Si on travaille ici en Normandie, il y a quand même toutes les connaissances des plantes et ça continue, hein, on a quand même toutes ces connaissances. On sait bien en plus, ici on est quand même sur Alternativa, on sait bien que quand il y a une plante, hein, quand vous avez une ortie, généralement vous avez la plante médicinale qui va avec, qui soigne l'ortie, qui s'appelle le plantain. Et ça continue, quoi. Il y a quand même toute une transmission qui se fait de génération en génération. En tous les cas, dans le milieu agricole, ça se fait. Il y a eu quand même aussi, on l'a vu avec l'homéopathie, hein, qui n'est pas forcément de la plante, mais en tous les cas, il y a quand même en France une volonté de ne pas faire. Mais en Angleterre, vous avez des herboristeries. En Europe, le seul pays qui reconnaît la naturopathie, parce qu'en France, on peut faire une formation de naturopathe, mais on n'est pas reconnu. Mais le seul pays qui reconnaît cette formation de naturopathe, c'est la Suisse. Voilà. Donc ça existe, ça fonctionne, mais il y a une volonté que ça ne soit pas divulgué, parce que c'est vrai qu'avec la crise du Covid, il y a plein de possibilités, hein, comme l'artémisia, on vous en a parlé, où il y a des possibilités justement de culture et de soins avec les plantes. Plantes, huiles essentielles, fleurs de bac, et ainsi de suite, ce sont aussi des plantes. Moi je me demandais si on essayait d'identifier un peu les freins, pourquoi, parce que Madame disait que ça se transmettait quand même, y compris par chez nous. Ceci dit, il y a quand même toute une question, j'ai l'impression, en termes aussi de rapport de vie, enfin de mode de vie, on est de plus en plus urbain, et ces savoirs-là, je ne voudrais pas vous contredire, mais pour le plantain, par exemple, moi je savais, mais il y a plein d'autres choses que je ne sais pas, et je pense qu'on est quand même assez nombreux et majoritaires à avoir perdu petit à petit ces savoirs-là. Alors ça peut se récupérer, il faut s'y intéresser, mais c'est pas quelque chose d'évident. Et généralement, quand on a telle ou telle maladie, on a plutôt tendance à aller voir son médecin, puis à aller à la pharmacie. Enfin, c'est le parcours de soins entre guillemets classique. On identifie un peu les freins et les raisons pour lesquelles il y a une question de volonté politique. Économique, enfin, les enjeux économiques notamment des laboratoires, enfin, j'imagine, je ne suis pas très calé dans ce domaine-là. Et est-ce que aussi, quelque part, ce qui est, moi il me semble sous-jacent à ça, ce qui fait peur, c'est l'autonomie qu'on pourrait avoir si on avait tous accès à un jardin ou
voilà, on pouvait faire pousser tout un tas de plantes médicinales qui nous permettraient de nous soigner, disons, entre nous. Ça pose la question de celle de l'autonomie. Nous sommes capables collectivement de nous soigner, et ça exclut en partie aussi les sachants, les scientifiques. Enfin, on n'aurait peut-être plus besoin de médecins. Je sais pas, donc c'est peut-être ça aussi qui fait peur. C'est pour ça que je soulevais un peu la question culturelle. Peut-être qu'on est, je sais pas, focus dans une façon de voir le monde et tout ça qui nous empêche un peu de regénéraliser ce genre de pratique. Je sais pas si c'est pas un peu confus. Il y a plein de choses dans ta remarque, alors je pourrais rebondir sur plein de choses, mais je suis complètement d'accord. La question de la professionnalisation du médecin, des professionnels de santé, ça a commencé, on veut dire, à la chasse aux sorcières, où déjà les femmes qui connaissaient aussi les plantes ont été exterminées, quoi. Donc leur savoir a été bafoué dès ce moment-là. Et ça continue, il y a toujours cette peur, on va nous faire peur avec l'automédication, où on va avec le rapport à la science, où tout doit être super dosé au moindre gramme près, alors qu'en fait la plante c'est pas comme ça. Une tisane, que tu en mettes 4 grammes ou 5 grammes, ça n'aura pas, alors bien sûr tu peux avoir des surdosages si tu en prends pendant tous les mois, et certaines plantes peuvent être dangereuses, mais on n'est pas dans le contrôle et dans le dosage absolu, et on a cette hégémonie de la science et cette croyance en la science et en progrès médical qui était, moi-même, qui l'est encore, mais que j'ai quand même commencé bien à déconstruire pendant un an, mais qui était encore ancré profondément en moi. Et je trouve, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir des STEM pendant notre césure, que autant le domaine de l'énergie, de l'agriculture, on sait que c'est pas possible de continuer dans le système conventionnel, autant la santé, on trouve que c'était moins abordé, alors que tous les problèmes économiques, la catastrophe économique que ça engendre, les effets secondaires et toutes les limites, la déshumanisation de notre rapport à la santé sont des vrais freins qu'on ne re-questionne pas assez. Et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. On peut encore prendre un petit peu de temps, mais je crois qu'il y avait une question par là, ou une remarque, je ne sais plus. Je l'avais. Pardon, désolé, j'ai pas eu le temps de tout voir. Ouais, moi j'ai vécu à La Réunion pendant un an, et là-bas c'est marrant parce qu'il y a des tisaniers encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes malgaches aussi qui vivent à La Réunion, et donc sur les marchés il y a vraiment les stands avec, t'arrives, tu dis j'ai mal à la tête, et il y a plein de plantes et ils te font un sachet avec les plantes, et voilà, donc c'est cool que ça existe encore. Mais par contre, c'est là que je voulais en venir. J'avais discuté du coup avec un tisanier qui disait qu'en fait il était hyper triste parce qu'il n'y avait pas de transmission. Enfin, il faisait partie un peu des derniers à avoir ce savoir-là sur l'île, et il n'y avait pas du tout de... Enfin, il avait l'impression que les jeunes générations n'étaient pas trop intéressées par reprendre ce savoir-là. Est-ce que toi, dans ton voyage, ou Anne, vous avez constaté ça aussi, ou est-ce que c'est pas le cas partout dans le monde? Est-ce qu'au contraire, il y a aussi un renouveau voilà. C'est exactement ce que j'ai pu voir au Cap-Vert. Moi j'ai l'impression d'être remontée dans le temps, dans le sens où la médecine occidentale est quand même arrivée assez récemment notamment dans cette île à Saint-Antao. Donc, et tu avais vraiment un clivage entre du coup les citadins, donc ça reste des très petites villes, et les ruraux, avec les ruraux qui connaissaient tous, qui savaient soigner quasiment tous leurs petits problèmes, quoi. Enfin, ils faisaient tous plus d'une quinzaine de plantes, voire bien plus. Mais ils étaient quasiment autonomes, et les citadins, en mal de tête, ils allaient prendre immédiatement le comprimé, quoi. Donc ouais, ils reconnaissaient eux-mêmes qu'ils ne savaient pas, quoi. Ils avaient entendu parler de plantes, mais il y avait une grosse différence de connaissances. Donc ouais, c'était en plein dedans, et ça arrive en France, et c'est toujours, voilà, c'est oral, c'est une transmission orale qui a très peu d'écrit. Le Cap-Vert, c'est le cas, donc c'est tout un pan de connaissances qui disparaît. C'est les gens les plus experts, les personnes un petit peu comme Rosa, qui sont, voilà, soit qui ont des instincts, des capacités de perception, qui sont intéressés par les livres, ont souvent pas de... Enfin, Rosa, son savoir, elle va pas transmettre à la personne qui s'est intéressée, elle n'a pas de fille, ou de, je sais rien, ou de fils, ou d'élève qui reprend ça, donc ça se perd évidemment. Et ouais. On va être pris par le temps, donc il y a une question. Est-ce qu'il y en aurait une autre avant qu'on conclue? Pas nécessairement. Très bien, alors on prend cette dernière question et après on conclut.
Je me demandais, comme on a vu que c'était pas évident de vendre à des particuliers du fait de la législation des plantes médicinales, est-ce que les paysans producteurs de plantes médicinales ou alors les cueilleurs se retrouvent aussi face à des difficultés législatives? Ouais, carrément. Et pour eux, donc c'est Anne qui les connaît mieux, mais pour eux, ça n'a pas de sens. En fait, si tu cultives des plantes et que tu les récoltes et que tu les vends, enfin, ça, c'est un continuum. Et évidemment, tu vas apprendre à comment l'utiliser et à quoi elles vont servir. Et comme tout vendeur de plantes, ils n'ont pas le droit non plus d'indiquer leurs propriétés. Donc ils sont complètement affectés. Ils se sont regroupés au niveau politique par le syndicat des simples avec Thierry Thévenin qui est un des principaux porte-parole qui fait connaître leur voix, mais c'est très compliqué pour eux et ça, c'est un acte militant, c'est très compliqué de s'installer en tant que producteur payeur aujourd'hui en France pour Si on a envie d'aller un peu plus loin, s'intéresser à ces méthodes, à ces savoirs, à ces plantes, est-ce que sans être dans l'illégalité, c'est jouable quand même? Déjà, j'imagine en ouvrant des bouquins, puisque nous on est quand même de ce rapport-là au savoir dans les bouquins, il y a des choses qui existent, mais il n'y aurait pas un conseil là, on peut pas. Avec quoi on repart là? Bien commencer par reconnaître, apprendre à nommer les plantes qui poussent dans son jardin. C'est vraiment un conseil de base, mais que j'ai commencé à appliquer par moi-même, parce que du coup j'ai appris plein de plantes au Cap-Vert, mais c'est les plantes de France que j'ai envie de connaître, qui pourront me servir. Donc des plantes sauvages ou non, d'être dans l'observation, un livre, ça sert bien sûr. Et de les utiliser, en fait, c'est une connaissance pas théorique, mais il y a plein de plantes qui servent tous les jours. Enfin, les femmes, moi j'avais des douleurs de règles absolument horribles, et là t'as des plantes qui coupent cette douleur et ça aurait changé la vie pendant les 20 premières années, quoi. Donc, non, je sais pas grave. Mais il y a plein de plantes qui servent tout le temps, des plantes qui repoussent les moustiques, des plantes quand tu te coupes, le plantain c'est l'exemple, voilà, tu te coupes tout le temps, tu as des petites blessures, les plantains c'est une plante qui pousse partout, si certains ne la connaissent pas encore, je la connaissais pas si longtemps, mais c'est vraiment super facile à reconnaître. Comment ça par exemple facile, en fait il n'y a pas de doute, il n'y a pas qu'on se fout de se confondre avec la digitale, le plantain, il n'y a pas une plante toxique qui lui ressemble, donc voilà, à fur et à mesure avec des choses qui nous servent, que ce soit une connaissance en fait juste quotidienne qu'on applique et au fur et à mesure on apprend et on se rend compte que c'est hyper utile et que ça change, on se sent déjà plus résilient, autonome, en tout cas on voit un rapport, moi je l'ai constaté immédiatement. Très bien, merci à toi Lola, on salue Anne qui bosse encore aussi. Et pour ce projet Pamassé, si on veut savoir un peu plus où vous en êtes, etc., j'imagine en tapant Pamassé sur les internets qui vont bien, on trouve tout ça. Tout à fait, on a donc un site internet, pamassé.org, mais aussi le réseau classique, Insta, Facebook, et avec un blog sur notre site, et les épisodes, donc on a 8 épisodes de 15 minutes, ils seront à partir de fin décembre en ligne si tout va bien. Donc en ligne et potentiellement dans d'autres événements comme ce genre de festival, et je vous remercie de nous avoir invités. D'ailleurs, tous vos retours, Rosa c'est un personnage qui m'a beaucoup fascinée, qui m'a beaucoup touchée. C'est très compliqué de la résumer en 5 minutes et un public occidental, une culture capverdienne donc qui est très différente de la nôtre. Tous vos retours sont les bienvenus et voilà, n'hésitez pas à en faire part après, critique positive ou négative. Alors qu'est-ce que l'impression que vous avez voilà. Merci beaucoup à toi Lola. Je passe le micro à